Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 13h. Voici les titres de ce lundi 16 octobre 2017. Le président Alassane Ouattara s'est rendu ce matin au Ghana. Le chef de l'État s'y rend dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail de 48 heures, visite qui vise à renforcer les liens de coopération entre les deux pays frères liés par l'histoire. L'État prend en charge les malades du cancer du sein. Les malades ne débourseront plus d'argent pour avoir les médicaments. Ils auront désormais gratuitement accès aux soins. Les détails dans un dossier réalisé par Delphine Bla, vous le verrez dans une vingtaine de minutes. En Somalie, après le début, le double attentat, l'explosif le plus meurtrier de l'histoire du pays mené samedi à Mogadiscio et qui a fait 300 morts et 300 blessés. Les autorités ont décrété dimanche 3 jours de deuil national. L'attentat n'a pas été revendiqué. À l'invitation du président Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce lundi 16 octobre pour Accra au Ghana, où il effectuera une visite d'amitié et de travail les 16 et 17 octobre 2017. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de fraternité et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Elle sera l'occasion d'insuffler une nouvelle dynamique à la coopération ivoiro-ghanéenne à travers notamment la signature d'un accord de partenariat stratégique entre les deux pays dans les domaines stratégiques de la défense et la sécurité, l'économie cacaoyère, les questions maritimes et les politiques économiques. Au cours de son séjour, le chef de l'État aura des entretiens avec son homologue ghanéen. Il recevra également la plus haute distinction de l'ordre de la République du Ghana. Amadou Gon Coulibaly, lui, est depuis quelques jours aux États-Unis d'Amérique pour prendre part aux assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du FMI. Notre envoyé spécial à Washington a pu tendre le micro au Premier ministre qui a fait le point de sa mission sur place. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour. On vous a vu à la SFI, à la MICA et maintenant à la Banque mondiale défendre fortement que ces institutions vous accompagnent dans la transformation du cacao de l'anacarde. C'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Oui, vous savez que parmi les priorités que le président de la République a définies en ce qui concerne notre politique économique, il y a la transformation donc, de nos productions agricoles et principalement donc, le cacao. Et l'anacarde, son premier producteur, tout le monde le sait, donc au niveau de ces deux spéculations, avec 2 millions de tonnes pour le cacao, 700 000 tonnes pour l'anacarde, mais nous devons les transformer donc, pour créer donc, des emplois donc, pour les jeunes donc, de notre pays. Par exemple, pour ce qui concerne l'anacarde, le projet que nous discutons actuellement donc, avec la Banque mondiale donc, prévoit une transformation avec un horizon donc, de 3 à 5 ans d'environ 50% de la production donc, de l'anacarde et pourrait permettre de créer environ 100 000 donc, emplois, donc, notamment donc, pour les jeunes et les jeunes filles. Et donc vous comprendrez donc, toute l'importance que nous devons accorder donc, à ce projet et la Banque mondiale donc, vient de manifester à nouveau toute sa disponibilité pour nous accompagner. Nous avons un projet de plus de 300 millions donc, de dollars donc, qui est en cours d'instruction et qui devrait être présenté donc, au Conseil d'administration de la Banque mondiale en janvier 2018. Toujours concernant le cacao, il y a cette volonté aussi de coopération régionale, ce fort partenariat entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Vous vous souviendrez que lors de la dernière visite donc, du président ghanéen donc, à Abidjan et lors de la rencontre avec le chef de l'État, il a été décidé que nous puissions donc, harmoniser donc, nos positions donc, concernant le cacao. Le Ghana et la Côte d'Ivoire représentent donc, tous les deux environ 60 à 65% de la production donc, mondiale. Vous vous souviendrez également que nous avons subi, donc, il n'y a pas longtemps, une baisse donc, des cours. Et la décision que nos deux chefs d'État ont prise, c'est que nous ne pouvons pas continuer de subir l'évolution du marché, que nous devons prendre des initiatives donc, en concertation entre nos deux pays, pour nous permettre donc, de pouvoir offrir le mieux donc, à nos paysans. Et cela passe donc, notamment par un accroissement de la transformation donc, du cacao dans nos deux pays, par une meilleure politique donc, en matière de production donc, du cacao, une coordination, une politique de mise en marché donc, qui elle aussi soit coordonnée. Et toutes ces questions donc, vont être évoquées donc, le lundi prochain, puisqu'il y a une réunion donc, à Accra, dans le cadre du partenariat stratégique entre la Côte d'Ivoire et le Ghana,
donc il y aura la participation, outre les deux chefs d'État, de nombreux ministres donc, des deux côtés. Et donc c'est extrêmement important que cette coopération, que cette coordination donc, se fasse donc, pour le bien-être donc, des populations donc, de Côte d'Ivoire et pour ceux qui produisent le cacao. Une réponse à la baisse des cours actuels? Absolument, c'est en tout cas donc, une bonne initiative donc, pour qu'à terme, donc, nous ne puissions pas subir donc, uniquement donc, cette baisse donc, des cours, cette évolution erratique des cours, et ceci pour protéger donc, nos parents paysans. Monsieur le Premier ministre, pour Fraternité Matin, hier vous avez participé au sommet sur le capital humain où vous avez développé les initiatives prises par la Côte d'Ivoire. Pensez-vous que la Côte d'Ivoire va y arriver véritablement avec l'appui des institutions de Bretton Woods? Donc, concernant ce sommet, c'est important de noter que la Banque mondiale dit maintenant, et c'est important, que l'investissement dans le capital humain est important même pour la croissance économique donc, de différents États. Et ce que nous avons dit hier, c'est l'expérience de la Côte d'Ivoire sous le leadership du président Ouattara, les initiatives qui ont été prises. Nous avons témoigné donc, sur la décision du président d'instaurer l'école obligatoire donc, de 6 à 16 ans, donc l'impact de cette politique donc, au niveau donc, de la Côte d'Ivoire. Nous avons évoqué ce qui est fait au niveau de la distribution des kits scolaires, plus de 2 millions donc, de kits scolaires gratuits donc, chaque année. Nous avons évoqué tout ce qui a été fait en matière de construction, donc de classes donc dans le primaire, et comment cela a permis d'améliorer le taux de scolarisation donc, dans notre pays. Nous avons également évoqué tout ce qui est fait au niveau de l'emploi jeune et ce qui est fait au niveau donc, de la nutrition. Et que le programme de nutrition donc, pour les enfants de 0 à 5 ans, qui devrait permettre, sur la période 2012-2020, de sortir 630 000 donc, enfants des difficultés donc, en matière donc, de nutrition. Donc c'est en fait le témoignage sur l'expérience de la Côte d'Ivoire à la matière, sous le leadership du président que nous avons évoqué hier, donc à ce sommet important, qui a vu la participation du président Kagame et du président de la Banque mondiale. Tout à fait, vous avez évoqué les acquis de la Côte d'Ivoire en la matière, vous avez même parlé du collège de proximité. Dites-nous, monsieur le Premier ministre, est-ce que le chemin parcouru est plus long que le chemin qui reste à parcourir sur le développement humain? Non, vous savez, c'est un chemin continu, puisque la finalité de toutes les politiques économiques qui sont menées, c'est l'homme, c'est le bien-être des populations. Donc c'est un chemin qui est continu. Nous avons déjà fait des progrès importants. Donc nous avons connu une crise, vous le savez, et depuis 2012, nous ne faisons que des progrès à la matière. Mais c'est évident que nous devons continuer puisque les chemins sont vastes, les secteurs sont vastes. Donc je considère que beaucoup de progrès ont été faits et les Ivoiriens doivent l'apprécier, mais il reste certainement beaucoup à faire. Vous partez certainement avec le sourire parce que au niveau du MCC, c'est 315 milliards qui seront décaissés. La signature est prévue pour le 7 novembre. Un commentaire là-dessus? Non, concernant le MCC, nous devons dire que c'était vraiment un succès, puisque nous avons, au niveau de la Côte d'Ivoire, été félicités pour la qualité avec laquelle ce programme a été réalisé. C'est un don du gouvernement américain de 525 millions de dollars. Et pour marquer l'importance de cette opération, vous devez savoir que le président de la République viendra lui-même début novembre à Washington pour procéder à la signature du MCC. C'est un don important qui va permettre d'améliorer les infrastructures, notamment à Abidjan, qui va permettre d'améliorer notre système d'enseignement professionnel, toutes choses qui sont utiles pour permettre d'avoir une économie compétitive et une main-d'œuvre qualifiée pour les opérations économiques. Merci, monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup. Et vous vous en souvenez certainement, samedi, un avion militaire s'est crashé au large d'Abidjan avec à son bord 10 personnes, y compris les membres de l'équipage. Une enquête est ouverte depuis et selon les conventions internationales, elle revient à la Côte d'Ivoire. Qui compose concrètement la cellule d'enquête et comment sera-t-elle véritablement menée? Anne-Marie Ekra est la directrice du bureau pour les enquêtes sur les accidents d'aviation civile en Côte d'Ivoire. Elle nous donne les éléments de réponse au micro de Cheikh Koné. 24 heures seulement après le crash, les experts du Bureau pour les enquêtes sur les accidents et les incidents d'aviation civile en Côte d'Ivoire, BEA, sont à pied d'œuvre pour clarifier les circonstances du drame. Pas de repos pour Anne-Marie Ekra, directrice de cette division de l'aviation civile de Côte d'Ivoire. Première chose, c'est que nous devons notifier d'abord l'accident. Notifier l'accident au pays concerné par l'accident, c'est-à-dire l'État qui a construit l'avion, la compagnie qui a affrété l'avion, le pays qui a immatriculé l'avion. Dans le cas d'espèce, l'avion
est immatriculé en Moldavie. Donc ça veut dire que c'est l'autorité de Moldavie qui a délivré le certificat de navigabilité de cet avion, donc qui est garant de cet avion-là et qui est censé, qui en suit son entretien. Il y a l'exploitant, c'est-à-dire celui qui opère, qui a loué l'avion. En l'occurrence, c'est l'armée française de Côte d'Ivoire. Ensuite, il y a le lieu où l'accident a eu lieu, où s'est passé l'accident, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, nos installations sont concernées, notre tour de contrôle est concerné, etc. Donc, et comme ça s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est nous qui menons l'enquête. L'enquête de cette division de l'aviation civile est essentiellement technique et elle a pour objectif de tirer des enseignements pour la communauté aéroportuaire en Côte d'Ivoire et ailleurs. Ben, l'enquête, elle a démarré. Elle a démarré. L'équipe d'enquête n'est pas entièrement constituée puisque tous ces pays que j'ai cités là font partie de l'équipe d'enquête de droit. De droit. Par exemple, les Français vont nous envoyer leurs représentants, leurs enquêteurs. La Moldavie va nous envoyer son enquêteur. La Côte d'Ivoire a déjà tous ses enquêteurs. Et donc, l'enquête a déjà commencé, déjà par vous. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous faites partie, sans le savoir, de l'équipe d'enquête. Tous les internautes, toutes ces personnes qui étaient les premiers sur le lieu, parce qu'il y a toujours des premiers sur les lieux, tous ceux qui ont pris des photos de par le monde entier, les voilà, je les ai tous enregistrés. Et même les témoignages que vous avez recueillis des gens, on va les écouter, je les ai enregistrés. Tout ce qui va concerner l'accident nous intéresse. Comme pour tout crash d'avion, l'une des pièces maîtresses des enquêteurs est l'analyse des boîtes noires. À ce niveau, des recherches se poursuivent. Pour l'instant, on en est à ressortir l'avion. C'est chose faite aujourd'hui, dans le hangar du GATL. Parce que l'enquête est très importante. Les enjeux sont très importants. Au-delà des enjeux sécuritaires, il y a d'autres enjeux quand même. Donc c'est très important. Et cela se fera dans certaines conditions. Donc une fois qu'il est dans le hangar, fermé, protégé, sous surveillance, les jours qui viennent, dès demain d'ailleurs, avec les autorités compétentes, notamment les autorités judiciaires, nous irons maintenant chercher la boîte noire. La Côte d'Ivoire n'a pas les équipements. Très peu de pays ont des équipements. On peut analyser des petits GPS pour nos avions, aviation générale, on peut les dépouiller. Mais les boîtes noires d'avions de ce niveau-là, il y a un certain nombre de pays qui sont connus pour ça. Selon les statistiques du Bureau pour les enquêtes sur les accidents et les incidents d'aviation civile, la Côte d'Ivoire a enregistré une dizaine de crashs d'avions les 30 dernières années. Les plus mortels sont ceux de la compagnie brésilienne Varig en janvier 1987, qui a fait 50 victimes, et celui de Kenya Airways le 30 janvier 2000, qui a fait 169 victimes originaires de 33 pays différents. L'aéronef venait donc de Ouagadougou au Burkina Faso ce samedi-là et il avait à son bord, je le rappelle, 6 membres de l'équipage, 3 militaires de la force française en Côte d'Ivoire et un civil. Retour sur ce vol qui jamais n'aura atteint sa destination. Sylvie Touré. L'aéronef de type Antonov, affrété par l'armée française dans le cadre de l'opération Barkhane, a quitté Ouagadougou à 5h38 ce samedi. Avec à son bord 10 personnes, dont 6 membres de l'équipage de nationalité moldave, 3 militaires français et un civil français. Attendu à Abidjan à 8h04, c'est à 8h20 qu'il aura son dernier contact avec la tour de contrôle. Il disparaît ensuite des écrans radars à 8h24 pour s'écraser dans la mer. Le crash a fait 4 morts de nationalité moldave et 6 survivants. À côté des catastrophes qui sont de notre propre fait, il y a aussi celles qui sont naturelles. Le 13 octobre dernier, l'on a célébré la journée pour la réduction des risques de catastrophes. Ces catastrophes naturelles qui, vous le savez, sont de plus en plus fréquentes, intenses et dévastatrices pour les communautés et leur environnement. Sensibiliser donc sur les mesures à prendre afin de réduire les risques de catastrophes. Voilà l'objectif de cette journée. La Côte d'Ivoire fait face à l'impact croissant des catastrophes d'ordre naturel, inondations, glissements de terrain, érosion côtière, tempêtes et feux de brousse. Pour limiter les pertes et dommages, des actions sont menées sur le terrain en vue de promouvoir les meilleures pratiques. Au niveau de la ville d'Abidjan, nous avons fait l'évaluation, sinon la cartographie des risques d'inondation, d'érosion côtière et de mouvement de terrain. Nous avons aussi fait un projet pilote d'évaluation des risques d'inondation et de glissement de terrain des quartiers de Cocody et d'Atekoubé
Cela permet de savoir dans certaines zones quelles sont les zones les plus à risque, de façon à ce qu'on puisse prendre les dispositions concrètes. Depuis le mois de mai, juin, période de grande saison de pluie, l'Office national de la protection civile a été très actif sur le terrain. Il y a 2 à 3 semaines, nous étions encore dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, où de fortes inondations ont eu cours. Il faut réduire ces catastrophes. Des mesures préventives sont annoncées et nous demandons à la population de les respecter scrupuleusement. Pour la réduction des risques de catastrophes, une plateforme nationale a été créée en 2012. Son objectif primordial est de contribuer efficacement à la construction de la résilience du pays face aux catastrophes et autres situations d'urgence dans un souci de développement durable. Dans le cadre de la prise en charge des risques de catastrophes naturelles, un accord a été signé entre la Côte d'Ivoire et le système des Nations Unies en septembre 2016. C'était un reportage de Marcel Alla et Grace Kando. Nous sommes le 16 octobre et comme chaque année à cette même date, la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, célèbre la Journée mondiale de l'alimentation. L'édition 2017 invite à l'investissement en milieu rural pour créer les conditions d'un mieux-être des populations. Dans le message du gouvernement lu ici par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafowa Koulibaly, réitère l'engagement du chef de l'État à investir davantage dans l'agriculture. Ces propos sont recueillis par Noël Niagno. Investir dans la sécurité alimentaire, développer le milieu rural, échanger et donner ainsi une orientation positive aux migrations. Une invite de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. C'est dans le cadre de sa 37e journée mondiale de l'alimentation. Un choix qui consolide la vision du gouvernement ivoirien à travers le programme national d'investissement agricole de première génération. Le choix du thème de cette année par la FAO consolide ainsi la vision du président de la République. Dès 2011, notre pays s'est doté d'un programme national d'investissement agricole de 2040 milliards de francs CFA sur la période 2012-2016. La mise en œuvre de ce programme a permis à notre pays de renouer avec la croissance agricole. Ainsi, pour la première fois depuis 2015, la courbe de la pauvreté s'est inversée en milieu rural. Voilà qui explique l'engagement de la Côte d'Ivoire à faire un plaidoyer pour un investissement massif dans le secteur agricole. Le gouvernement sous la houlette du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, invite l'ensemble des acteurs concernés, notamment les producteurs, les chercheurs, les opérateurs économiques, les partenaires techniques et financiers et les autorités administratives et coutumières à agir de concert dans le sens de la modernisation de notre agriculture afin de garantir la prospérité de l'économie ivoirienne et d'assurer l'accès de notre beau pays à l'émergence à l'horizon 2020. Soulignons qu'avec le PNIA, première génération, les revenus des paysans ont doublé et plus de 2 millions d'emplois ont été créés. Des crashs d'avions aux catastrophes naturelles. Je vous fais passer également par la case accident routier. Le 5 octobre dernier, au carrefour de la vie, ici à Cocody, une scène effroyable s'était produite sous les yeux des passants et autres automobilistes. Un véhicule et ses occupants, presque engloutis par du bitume chaud, se déversant d'un camion benne. L'une des victimes de cet accident a pu être sauvée de justesse. Conduite au centre des grands brûlés au CHU de Cocody, elle a reçu hier la visite de Raymond Goudou Kofi, la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, qui est allée lui témoigner toute la compassion du gouvernement. Christ Diomandé, Delphine Blas. Centre des grands brûlés, ici au CHU de Cocody, dimanche 15 octobre, 17h. Là est internée depuis plus de 10 jours l'une des victimes de l'accident survenu au carrefour de la vie. Des images lointaines parce que dispositif de prévention oblige. Sur place, le gouvernement et des experts marocains spécialistes des questions de santé apportent soutien et réconfort aux brûlés, dont Dame Abo Pauline. Nous sommes rendus compte que nous avons beaucoup de chance en Côte d'Ivoire. Nous avons beaucoup de chance parce que nous avons des personnes vraiment dévouées dans les différentes spécialités
Et nous avons pu, en échangeant donc avec la malade, lui dire que le moral compte énormément dans tout type de maladie et qu'il fallait absolument qu'en dehors des soins qu'on n'a pas arrêté de lui prodiguer depuis qu'elle est arrivée, nous lui avons dit qu'il fallait qu'elle ait le moral. Et on est bien sûr rassuré par son médecin traitant qui, ma foi, aujourd'hui, elle évolue bien. On a mis tout ce qu'il fallait. Maintenant, on attend, l'évolution se fait progressivement. Cette visite soulage les enfants du couple Abo, grande victime de cet accident. Mais les enfants se disent toujours préoccupés par l'état de santé de leur mère. Les médecins d'ici, les médecins nous ont donné l'assurance qu'ils vont s'en charger pour que notre maman retrouve la santé. La famille a donc souhaité que justice soit rendue. Pour rappel, c'est le jeudi 5 octobre dernier qu'un camion benne contenant du goudron chaud s'est renversé sur un véhicule, faisant des victimes dont l'une brûlée par le goudron chaud a été conduite d'urgence au CHU de Cocody. Et la direction de l'AGEROUTE, l'agence de gestion des routes qui soutient la victime depuis le jour de l'accident, sort d'une réunion avec l'entreprise coréenne en charge de l'élargissement de la voie. L'objectif de cette rencontre était de trouver des solutions. Le reportage complet vous sera proposé dans le 20h. Il sera signé Delphine Blas. Et pour le gouvernement, la santé des populations demeure donc une priorité et il multiplie les actions. Si les malades du cancer du sein, par exemple, déboursaient autrefois entre 1 million et 1 500 000 francs pour les médicaments, ils auront désormais gratuitement accès aux soins. Quels sont les traitements disponibles? Comment se fait la prise en charge et où se fait-elle? Élément de réponse dans ce dossier signé Delphine Blas. Octobre rose, mois d'initiative pour la lutte contre le cancer du sein. Le gouvernement ivoirien vient de soulager les malades du cancer en Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs années en arrière, les femmes touchées par le cancer souffraient doublement. Douleurs liées à la maladie et douleurs liées à la prise en charge. Karidiata, 62 ans, se souvient encore. Il y a une vingtaine d'années, elle avait le cancer du sein. Je suis devenue folle. J'ai pleuré. Pendant près de 2 semaines, je ne mangeais pas avant d'accepter que c'était un cancer du sein. La première opération a montré que c'était tellement important qu'il fallait amputer le sein. On ne pouvait plus sauver le sein. L'opération, plus les 3 premières chimios m'ont coûté 1 300 000 francs. Quand un seul traitement coûte 800 000 francs, vous voyez que peu de parents peuvent vous aider. Chez elle, à Yopougon, groupement foncier, lundi 9 octobre, la bonne nouvelle tombe. La bonne nouvelle est annoncée par le gouvernement ivoirien au cours du lancement officiel de la campagne de lutte contre le cancer du sein dénommée Octobre Rose. Le traitement en Côte d'Ivoire du cancer du sein est désormais gratuit. L'État de Côte d'Ivoire, toujours en partenariat avec les laboratoires La Roche, a décidé d'améliorer l'accessibilité des populations aux thérapeutiques innovantes en prenant en charge les 10% qui étaient à la charge des patients. L'État va désormais assurer la gratuité totale. Les hommes n'ont pas été aussi oubliés par le gouvernement ivoirien. Les hommes se sentaient un peu mis à l'écart et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'inclure dans ce deuxième protocole le traitement également à un certain stade du cancer de la prostate. Pour en arriver là, des protocoles d'accord ont été signés entre l'État de Côte d'Ivoire et le laboratoire Roche. En 2014, l'État de Côte d'Ivoire et les laboratoires Roche ont signé 2 protocoles d'accord. À partir de ce moment-là, un partenariat s'est ouvert. Dans le cadre de ces partenariats, l'accès pour les médicaments a été facilité aux patients. Le patient ne payait que 10% du prix du médicament. Le protocole d'accord qui a été signé lundi lève cette barrière des 10%. Donc l'État de Côte d'Ivoire va prendre en charge ces 10% de manière à faire en sorte que le médicament devienne gratuit pour le patient. Ces médicaments spécifiques au cancer du sein, les plus prescrits en Côte d'Ivoire par nos médecins, surtout les médecins oncologues, nous avons les Septin, qui fait 1 500 000 francs à l'origine et qui, au cours du premier protocole signé, revenait à 150 000 francs aux patients. Maintenant, le même Herceptin, qui coûte 1 500 000 francs,
Au lieu de revenir 150 000 francs au patient, on revient 0 francs au patient. Ensuite, l'Avastin, qui lui traite selon le cancer, que ce soit le cancer du col de l'utérus, il peut être prescrit. Que ce soit le cancer du sein, il peut être prescrit. Mais même mieux, l'Avastin peut être prescrit dans le cas du cancer de la prostate, selon bien sûr l'appréciation du médecin traitant. Et comme il couvre une bonne partie des traitements du cancer, nous avons donc fait le choix de, effectivement, lui également, qui coûte plus d'1 million de francs CFA, nous avons fait le choix qui coûte 0 francs également. Nous avons le lymphome de Burkitt, c'est-à-dire le lymphome que l'enfant peut développer. Et les enfants développent très fréquemment ce lymphome du Burkitt. C'est un cancer de l'enfant. Le Mebtera, qui est le médicament prescrit dans ce cas, 0 francs pour le traitement. Décision salutaire. Vraiment, on attendait ça. Les parents n'ont pas beaucoup de moyens pour subvenir à ces traitements. Si le gouvernement a vu ça, il a pris ça en charge. On dit Dieu merci. Pour mettre en œuvre cette décision gouvernementale, le Centre national de détection précoce des cancers du sein et du col de l'utérus a été construit et équipé au sein de l'Institut national de santé publique. Un seul message, le gouvernement invite chaque femme au dépistage précoce. Mesdames, s'il vous plaît, allez-y. Allez-y, aidez-nous à vous sauver. Parce que la vie, elle n'a pas de prix. Et aujourd'hui, ma santé, ma vie, c'est le dépistage précoce. Ma santé, ma vie, c'est l'affaire de tous. Et il faut que nous nous mobilisions tous contre le cancer. Le cancer, problème de santé publique. 13% de décès dans le monde et plus de 14 millions de nouveaux cas enregistrés chaque année dans le monde. En Côte d'Ivoire, le nombre de cas diagnostiqués chaque année est de 12 000 avec un taux de mortalité de 75% en 2012. En ce mois d'octobre rose, la gratuité des soins du cancer donne de l'espoir aux malades, notamment du cancer du sein, du col, de l'ovaire, du côlon et des hépatites en Côte d'Ivoire. Reportage signé Fidèle Aigné et Delphine Blas. Au chapitre religion dans ce journal, c'est au Portugal que je vous amène à l'occasion de la clôture du centenaire des apparitions de Notre-Dame à Fatima. Notre reporter Alexis Ouedraogo s'y est rendu pour la célébration eucharistique suivie de la procession de l'adieu à la Vierge. Son compte rendu. Ils sont venus des 4 coins du monde pour célébrer le centenaire des apparitions de Notre-Dame de Fatima. Pour l'Église catholique, c'est le 13 mai 1917 que la toute première apparition de la Vierge au Petit Berger a eu lieu. Une apparition qui s'est répétée les mois suivants. La commémoration de l'événement a attiré pour ce jour une dizaine de milliers de croyants qui ont visité les sanctuaires et pris part aux processions des cierges et autres adieux. Je suis venu à Fatima et j'ai vu beaucoup de choses. Et c'est des choses qui vont changer ma vision de chrétien et qui vont changer ma vie. Il faut savoir si ce lieu-là où la mère du ciel a apparu à des tout petits enfants, c'est un message fort pour moi, d'humilité, pour la reine du ciel qui apparaît comme ça aux enfants, au point où maintenant, de partout, nous venons tous prier ici, parce qu'on a confiance en elle, c'est vraiment important pour nous. Le message de Fatima, c'est d'abord la paix, la réparation, paix dans nos familles, paix pour le monde, paix spécialement pour notre pays, on en a besoin. Moment de repentance, mais aussi de pénitence, la clôture du centenaire des apparitions de la Vierge a aussi été marquée par une adresse du pape François. Il a appelé à la recherche permanente de la paix dans le monde. Le reste de l'actualité internationale, le bilan s'alourdit en Somalie. Au moins 300 personnes tuées et 300 autres blessées admises dans les différents hôpitaux de Mogadiscio. Les autorités ont décrété dimanche 3 jours de deuil national au lendemain du double attentat à l'explosif mené samedi à Mogadiscio, la capitale. L'attentat n'a pas été revendiqué. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Je serai encore chez vous demain si vous le voulez bien.